Je suis né le 13 mai 1800 dans une ville du Languedoc, où l'on trouve, comme dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et 2 ou 3 monuments romains. Mon père, M. Essette, qui faisait à cette époque le commerce des foulards, avait aux portes de la ville une grande fabrique dans un pan de laquelle il s'était taillé une habitation commode, tout ombragée de platanes et séparée des ateliers par un vaste jardin. C'est là que je suis venu au monde et que j'ai passé les premières, les seules bonnes années de ma vie. Aussi ma mémoire reconnaissante a-t-elle gardé du jardin, de la fabrique et des platanes un impérissable souvenir. Et lorsqu'à la ruine de mes parents, il m'a fallu me séparer de ces choses, je les ai positivement regrettées comme des êtres. Je dois dire, pour commencer, que ma naissance ne porta pas bonheur à la maison Essette. La vieille Anou, notre cuisinière, m'a souvent conté depuis comme quoi mon père, en voyage à ce moment, reçut en même temps la nouvelle de mon apparition dans le monde et celle de la disparition d'un de ses clients de Marseille qui lui emportait plus de 40 000 francs. Si bien que M. Essette, heureux et désolé du même coup, se demandait comme l'autre s'il devait pleurer pour la disparition du client de Marseille ou rire de l'arrivée heureuse du petit Daniel. Il fallait pleurer, mon bon monsieur Essette, il fallait pleurer doublement. C'est une vérité. Je fus la mauvaise étoile de mes parents. Du jour de ma naissance, d'incroyables malheurs les assaillirent par 20 endroits. D'abord, nous eûmes donc le client de Marseille, puis 2 fois le feu dans la même année, puis la grève des ourdisseuses, puis notre brouille avec l'oncle Baptiste, puis un procès très coûteux avec nos marchands de couleurs, puis enfin la révolution de 1800 qui nous donna le coup de grâce. À partir de ce moment, la fabrique ne battit plus que d'une aile. Petit à petit, les ateliers se vidèrent, chaque semaine un métier à bas, chaque mois une table d'impression en moins. C'était pitié de voir la vie s'en aller de notre maison comme d'un corps malade, lentement, tous les jours un peu. Une fois, on n'entra plus dans les salles du second. Une autre fois, la cour du fond fut condamnée. Cela dura ainsi pendant 2 ans. Pendant 2 ans, la fabrique agonisa. Enfin, un jour, les ouvriers ne vinrent plus, la cloche des ateliers ne sonna pas, le puits à roue cessa de grincer, l'eau des grands bassins dans lesquels on lavait les tissus demeura immobile, et bientôt dans toute la fabrique, il ne resta plus que monsieur et madame Essette, la vieille Anou, mon frère Jacques et moi. Puis, là-bas, dans le fond, pour garder les ateliers, le concierge Colombe et son fils, le petit Rouget. C'était fini. Nous étions ruinés. J'avais alors 6 ou 7 ans. Comme j'étais très frêle et maladif, mes parents n'avaient pas voulu m'envoyer à l'école. Ma mère m'avait seulement appris à lire et à écrire, plus quelques mots d'espagnol et 2 ou 3 airs de guitare à l'aide desquels on m'avait fait, dans la famille, une réputation de petit prodige. Grâce à ce système d'éducation, je ne bougeais jamais de chez nous et je pus assister dans tous ces détails à l'agonie de la maison Essette. Ce spectacle me laissa froid, je l'avoue. Même je trouvais à notre ruine ce côté très agréable, que je pouvais gambader à ma guise par toute la fabrique, ce qui, du temps des ouvriers, ne m'était permis que le dimanche. Je disais gravement au petit Rouget, « Maintenant, la fabrique est à moi. On me l'a donnée pour jouer. » Et le petit Rouget me croyait. Il croyait tout ce que je lui disais, cet imbécile. À la maison, par exemple, tout le monde ne prit pas notre débâcle aussi gaiement. Tout à coup, M. Essette devint terrible. C'était dans l'habitude une nature enflammée, violente, exagérée, aimant les cris, la casse et les tonnerres. Au fond, un très excellent homme, ayant seulement la main leste, le verbe haut et l'impérieux besoin de donner le tremblement à tout ce qui l'entourait. La mauvaise fortune, au lieu de l'abattre, l'exaspéra. Du soir au matin, ce fut une colère formidable qui, ne sachant à qui s'en prendre, s'attaquait à tout, au soleil, au Mistral, à Jacques, à la vieille Anou, à la Révolution, oh, surtout à la Révolution. À entendre mon père, vous auriez juré que cette Révolution de 1800 qui nous avait mis à mal était spécialement dirigée contre nous. Aussi, je vous prie de croire que les révolutionnaires n'étaient pas en odeur de sainteté dans la maison Essette. Dieu sait ce que nous avons dit de ces messieurs dans ce temps-là. Encore aujourd'hui, quand le vieux papa Essette, que Dieu me le conserve, sent venir son accès de goutte, il s'étend péniblement sur sa chaise longue et nous l'entendons dire « Oh, c'est révolutionnaire !» À l'époque dont je vous parle, M. Essette n'avait pas la goutte.
et la douleur de se voir ruiné en avait fait un homme terrible que personne ne pouvait approcher. Il fallut le saigner 2 fois en 15 jours. Autour de lui, chacun se taisait, on avait peur. À table, nous demandions du pain à voix basse. On n'osait même pas pleurer devant lui. Aussi, dès qu'il avait tourné les talons, ce n'était qu'un sanglot d'un bout de la maison à l'autre. Ma mère, la vieille Anou, mon frère Jacques et aussi mon grand frère l'abbé, lorsqu'il venait nous voir, tout le monde s'y mettait. Ma mère, cela se conçoit, pleurait de voir monsieur Essette malheureux. L'abbé et la vieille Anou pleuraient de voir pleurer madame Essette. Quant à Jacques, trop jeune encore pour comprendre nos malheurs, il avait à peine 2 ans de plus que moi. Il pleurait par besoin, pour le plaisir. Un singulier enfant que mon frère Jacques. En voilà un qui avait le don des larmes. D'aussi loin qu'il me souvienne, je le vois, les yeux rouges et la joue ruisselante. Le soir, le matin, de jour, de nuit, en classe, à la maison, en promenade, il pleurait sans cesse, il pleurait partout. Quand on lui disait « Mais qu'as-tu » il répondait en sanglotant « Mais je n'ai rien ». Et le plus curieux, c'est qu'il n'avait rien. Il pleurait comme on se mouche, plus souvent, voilà tout. Quelquefois, monsieur Essette, exaspéré, disait à ma mère « Cet enfant est ridicule, mais regardez-le, c'est un fleuve !» À quoi madame Essette répondait de sa voix douce « Que veux-tu, mon ami, cela passera en grandissant. À son âge, j'étais comme lui. » En attendant, Jacques grandissait. Il grandissait beaucoup même. Et cela ne lui passait pas. Tout au contraire, la singulière aptitude qu'avait cet étrange garçon à répandre sans raison des averses de larmes allait chaque jour en augmentant. Aussi, la désolation de nos parents lui fit une grande fortune. C'est pour le coup qu'il s'en donna de sangloter à son aise des journées entières, tant que personne vint lui dire « Mais qu'est-ce que tu as ?» En somme, pour Jacques comme pour moi, notre ruine avait son joli côté.